Bonjour. Arthur Schopenhauer. Le monde comme volonté et comme représentation. Première partie. Schelling et Hegel ont fait de l'histoire la clé de voûte de leur pensée. Schopenhauer est dépourvu de tout sens historique. Il conteste même le bien fondé de la notion d'histoire, hallucination dont la fonction est de dissimuler le caractère répétitif du monde. Tout est, rien ne devient. Même la mort est un non-événement. Il réaffirme que la réalité est le vouloir vivre. L'amour, vouloir vivre de l'espèce. Précurseur de l'existentialisme et de son concept de facticité de l'existence, son inintérêt de l'histoire déprécie l'action. Le monde se contente de répéter et non d'accomplir. Pessimisme qui sera suivi par Nietzsche. Lisibilité de l'auteur, notamment en français. Nietzsche disait d'ailleurs qu'il préférait le lire en français. Exposé de la théorie de la volonté ou du vouloir vivre comme essence du réel. L'art conçu comme contemplation, libération des souffrances occasionnées par la réalité et la volonté qui en est la substance. L'homme, par la véritable philosophie, comprend la vanité de son existence. À moins de 30 ans, il a conçu sa doctrine dans des moments de pure intuition. La doctrine s'est faite d'elle-même. Germe dans son ouvrage des thèses de Nietzsche, Otto Weininger et Freud, aboutissant au reniement de la volonté. Il a vécu que pour son œuvre, détaché de toute obligation, sans charge ni fonction, sans devoir envers la société, ni prince ni disciple. Il dépendait de personne, pas même d'un public, qui aurait dû acheter ses livres. Fortuné. Absurdité de notre existence, monde de misère, la tragédie du vouloir. Le véritable philosophe concerne l'homme tout entier, son essence et les modalités de son existence. Art de vivre et seule voie qui mène au salut. Il demande que sa doctrine soit acceptée, appliquée et vécue. Une adhésion totale sans compromis. Son style a le goût de la clarté à une époque d'abstraction. Succès tardif. À mesure que les progrès scientifiques dépouillaient la nature de ses mystères, la philosophie de Schopenhauer offre un refuge du besoin métaphysique. Les génies de tous les temps avaient été des pessimistes. Le terme volonté désigne le seul étant la chose en soi dont notre volonté n'est qu'une objectivation, absence de rationalité et de but de cette volonté. Après le rejet de tous les grands systèmes qui prétendaient expliquer le monde en lui donnant une explication, cette doctrine offrait une possibilité de vivre dans un monde dépourvu de sens. Son admiration à l'héroïsme de sa négation du vouloir, négation qui mène au néant et qui ne laisse d'autre perspective que le néant. Cet ouvrage est le fruit d'une pensée unique, un système de pensée s'offrant dans une parfaite unité. Chaque partie contribue au maintien du tout. Il est nécessaire d'être familier avec la philosophie de Kant. Trafic de la sagesse, la philosophie devenue gagne-pain. Je chante donc celui dont je mange le pain. La philosophie a servi à des intérêts généraux, élaborer et approfondir à son propre compte des conceptions philosophiques. Éclatant caractère de loyauté et de franchise dans l'œuvre de Schopenhauer, point de vue de la réflexion. Sa philosophie procède de celle de Kant. La doctrine de Kant, bien comprise, amène dans tout esprit un changement d'idée si radical qu'on peut y voir une véritable révocation intellectuelle. Aux professeurs de philosophie, ces messieurs veulent vivre avant tout et vivre de la philosophie. Malgré l'avertissement de Pétrarque, « Tu marches pauvre et nu, ô philosophie !»
La découverte actuelle des professeurs de philosophie est l'existence d'une raison possédant l'intuition immédiate et la connaissance absolue. La philosophie rapporte rien, dit Schopenhauer. Jean-Jacques Rousseau, sors de ton enfance, ami, réveille-toi. Le monde est une représentation, elle est ma représentation. Chez l'homme, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Là naît l'esprit philosophique. Il sait que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation dans son rapport avec un être percevant, qui est l'homme lui-même. Tout ce qui existe, existe pour la pensée. C'est-à-dire l'univers entier n'est objet qu'à l'égard d'un sujet, il est pure représentation. Le monde est donc une représentation. Base même de la philosophie Vedanta attribuée à Vyasa. La matière n'a pas une réalité indépendante de la perception de l'esprit, existence et perceptibilité étant deux termes équivalents. Le védantisme, réalisme empirique associé à l'idéalisme transcendantal, austère vérité énoncée avec le monde et ma volonté. Le sujet est par suite le substratum du monde, la condition invariable, toujours sous-entendue de tout phénomène, de tout objet. Le principe de raison comme loi de causalité et de motivation détermine l'expérience qui, comme loi de justification des jugements, détermine la pensée. Chaque instant de la durée existe qu'à la condition de détruire le précédent qu'il a engendré pour être aussi vite anéanti à son tour. Héraclite constatait avec mélancolie le flux éternel des choses, que Platon, en rabaissant la réalité au simple devenir, que Spinoza, ne voyant en elle que les accidents de la substance unique existant seule éternellement, et que Kant opposait la chose en soi, nos objets, la connaissance, comme de purs phénomènes. La conception exprimée est que le monde, comme représentation, est assujetti au principe de raison. Pénétrant ainsi l'essence même du temps, si le temps et l'espace peuvent être connus par intuition, chacun en soi et indépendamment de la matière, celle-ci ne saurait en revanche être aperçue sans eux. Toute l'essence de la matière consiste dans l'activité. Mais l'essence vraie de la réalité, c'est précisément la simultanéité qui produit d'abord la durée, intelligible que par le contraste. L'entendement crée l'intuition. L'enfant s'élève à l'intuition, le monde est intelligible à un entendement sain. Au réveil, nous prenons facilement nos rêves pour des réalités obèses. Confusion, chose perçue ou rêvée. L'entendement a pour essence la connaissance par les causes, faculté de rattacher les faits à la cause ou la cause à l'effet. L'homme inintelligent ne comprend jamais la connexion des phénomènes. Le manque d'entendement s'appelle la stupidité, la non-application de la raison, la sottise, le défaut de jugement, la niaiserie, la perte totale de la mémoire, l'aliénation. La science repose sur le principe de raison et l'objet même qu'elle étudie. La philosophie part de l'objet pour en déduire le sujet. Nous rencontrons la doctrine opposée qui prend pour principe le sujet, qui s'efforce de tirer l'objet, d'en tirer l'objet. Fichte est devenu philosophe qu'à propos de la chose en soi de Kant. Imitateur, il a renchéri sur son maître. Platon, l'étonnement est le sentiment philosophique par excellence. Point de départ de toute connaissance. À son tour, la forme de l'objet est représentée par les divers modes du principe de raison. Aussi longtemps que nous demeurons dans la connaissance intuitive, tout est pour nous lucide, assuré, certain. Aucun désir, on se repose dans l'intuition, pleinement satisfait du présent. Une telle connaissance se suffit à elle-même. Tout ce qui procède d'elle ne risque jamais d'être faux, car elle est la chose même. L'apparence peut seule un instant déformer la réalité. Il faut à tout prix dénoncer l'erreur et l'extirper. L'erreur porte en elle le venin. Il n'y a pas d'erreur inoffensive, et encore moins d'erreur respectable ou sacrée. L'erreur peut bien se donner libre carrière, tant que la vérité n'a pas fait son apparition.
toute puissance de la vérité, sa victoire est lente et pénible, mais une fois remportée, nul ne saurait la lui arracher. L'homme peut, grâce aux notions abstraites, s'affranchir du présent dans ses déterminations. Il est capable de dissimuler. Il a le pouvoir de choisir. Décision réfléchie de la volonté. L'animal est déterminé par l'impression du moment. L'homme dévoile ou cache à autrui ses pensées à l'aide du langage. Premier produit et l'instrument nécessaire de sa raison. La raison est une faculté de connaissance générale, la puissance de juger. L'entendement n'est qu'une fonction, la connaissance immédiate du rapport de cause à effet. Intuition, prudence, sagacité sont des modes variés de cette fonction primitive. La raison forme des concepts. Discernement entre ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas. Le langage transmet des signes conventionnels. Le monde de la réflexion repose sur celui de l'intuition dont il tire son intelligibilité. Rapport du sujet au prédicat, reconnaître ce rapport, c'est juger. Rôle de la logique à l'égard du raisonnement, rôle de l'éthique par rapport à la vertu ou de l'esthétique par rapport à l'art. La méthode d'argumenter débute par l'énonciation formelle des propositions universellement reconnues. Code de toute discussion. Aristote corrige et porta le tout à un degré de perfection incomparable. La logique aristotélicienne, même défigurée par les commentateurs arabes, doit être accueillie avec enthousiasme. Comment arriver à la certitude? Approche féminine dans la nature de la raison, elle ne donne que lorsqu'elle a reçu. Par elle-même, elle ne conduit que les formes vides de son activité. Le contenu de la science provient de la raison pure. Savoir signifie avoir dans son esprit pour les reproduire à volonté, jugement. La connaissance abstraite seule constitue le savoir. La condition du savoir est la raison. Savoir, c'est connaître abstraitement, c'est avoir fixé dans des concepts rationnels des notions. Ainsi, le sentiment s'oppose au savoir. Le concept de sentiment a un contenu absolument négatif. C'est ainsi que chaque nation traite les autres d'étrangers. Les Grecs voyaient partout des barbares. Le croyant appelle les autres les païens, le noble les roturiers, l'étudiant les philistins. Le savoir est une connaissance rationnelle. Ce qui fait le prix de la science, de la connaissance abstraite, c'est qu'elle est communicable et qu'il est possible de la conserver une fois qu'elle est fixée. Toute dissimulation est l'œuvre de la réflexion. Sénèque, personne ne peut longtemps porter un masque. La vertu et la sainteté ne dérivent pas de la réflexion, mais des profondeurs de la volonté et de ses rapports avec la connaissance. L'intervention de la raison n'est pas la source de la vertu. Mais la raison n'est pas inutile à l'homme vertueux. Le rire est un manque de convenance soudainement constaté entre un concept et les objets réels qu'il a suggérés. Le rire est l'expression de ce contraste, discordance frappante. Subsomption paradoxale et inattendue. Déguiser l'esprit en bouffonnerie, c'est l'art du fou de cour et l'arlequin. Le comique pédant accorde peu de confiance à son propre entendement. Le pédant est sot et imprudent dans la vie. Le quiproquo est un calembour involontaire. L'opinion courante, mais erronée, que le caractère scientifique de la connaissance consiste dans une plus grande certitude. Le monde entier de la réflexion repose sur le monde de l'intuition et y a ses racines. Il résulte que l'évidence immédiate est toujours préférable à la vérité démontrée et l'abandonner lorsqu'elle est l'évidence est tout près de nous. L'intuition est la source première de toute évidence, que la vérité absolue consiste uniquement dans un rapport direct ou indirect avec elle. Le chemin le plus court et le plus sûr, les syllogismes, conduisent à l'erreur. Le rationalisme s'établit sur les ruines de l'empirisme. Ainsi Euclide assis ses mathématiques, non sur l'évidence intuitive, mais sur le raisonnement. C'est 2000 ans plus tard que Kant révolutionne la science et la pensée, apprenant que les intuitions de temps et d'espace diffèrent absolument des intuitions empiriques, ne dépendant en rien des impressions de la sensibilité, et qu'elles les conditionnent au contraire, et ne sont point conditionnées par elles.
Ce caractère de nécessité procède directement de cette forme de toute connaissance que nous possédons a priori dans notre conscience. La certitude absolue est indémontrable et réside dans le principe de raison, moule commun de toutes nos connaissances. Le rapport de cause à effet est nécessaire, unique signification du concept de nécessité. Dans les sciences naturelles, on reconnaît également les causes par les effets, aussi reposent-elles toutes sur des hypothèses. La vraie voie, on apprend à connaître l'effet par la cause. Ainsi, les découvertes ne se font pas d'un seul coup. Toute erreur est une conclusion de l'effet à la cause. Cette conclusion est juste lorsqu'on agit, lorsqu'on sait que l'effet procède de telle cause et non d'une autre. Autrement, elle ne l'est plus. Genre d'erreur, l'illusion des sens, l'illusion de l'entendement, l'illusion de la raison pure. La pesanteur, par exemple, est une qualité occulte quand on peut l'éliminer. Ainsi, la faculté philosophique par excellence consiste, suivant le mot de Platon, à connaître l'unité dans la pluralité et la pluralité dans l'unité. Elle ne fera que refléter le monde dans des concepts abstraits. L'absence de raison limite les animaux aux représentations intuitives immédiatement présentes dans le temps, c'est-à-dire aux objets réels. L'homme, à l'aide de la connaissance, embrasse le présent borné, le passé, l'avenir, sans compter l'empire illimité du possible. Nous dominons librement la vie. Spinoza déclare que toutes les notions générales naissent de la confusion inhérente aux connaissances intuitives. Kant a affirmé en morale que la bonne volonté spontanée, celle qui élève sa voix et qui porte l'homme à la justice et au bien, n'est qu'un vain sentiment et un emportement momentané sans valeur ni mérite, et à ne reconnaître de valeur morale qu'à la conduite dirigée suivant des maximes abstraites. Stobé, toutes les vertus ont pour but le bonheur. Le vrai bonheur ne s'acquiert que par la paix et le calme profond de l'esprit, et que cette paix s'obtient par la vertu. La vertu est le souverain bien. Toute joie vive est une erreur, une illusion, car la jouissance du désir satisfait n'a pas de longue durée. Toutes nos douleurs viennent de la perte de semblable illusion. Nos maux viennent d'une connaissance incomplète. La douleur est étrangère au sage, et rien n'ébranle son ataraxie. Pour Zénon, pour arriver au souverain bien, c'est-à-dire à la félicité, au repos de l'esprit, il faut vivre d'accord avec soi-même, en harmonie avec soi-même. Le bonheur parfait est en opposition directe avec la nature humaine. Le sage stoïcien est un mannequin inerte. Le mot de l'énigme est la volonté. Clé de sa propre existence phénoménale de l'homme, lui en découvre la signification, lui montre la force intérieure qui fait son être, ses actions et ses mouvements. Le sujet de la connaissance par son identité avec le corps devient un individu, son corps est une représentation dans la connaissance phénoménale et en même temps comme volonté. Tout acte réel de notre volonté est un mouvement de notre corps. L'acte volontaire et l'action du corps ne sont qu'un seul et même fait. L'action du corps n'est que l'acte de la volonté objective, c'est-à-dire vue dans la représentation. Le corps entier n'est que la volonté objectivée. La volonté est la connaissance a priori du corps, le corps est la connaissance a posteriori de la volonté. Tout acte réel, effectif de la volonté est sur le champ un acte phénoménal du corps. La connaissance que j'ai de ma volonté, bien qu'immédiate, est inséparable de la connaissance que j'ai de mon corps. Je ne connais pas ma volonté dans sa totalité. Mon corps est la condition de la connaissance de ma volonté. Je ne peux me représenter cette volonté sans mon corps. Identité du corps et de la volonté, mon corps et ma volonté ne font qu'un. Mon corps est l'objectivité de ma volonté. Mon corps, hormis qu'il est ma représentation, n'est que ma volonté. Notre connaissance, toujours liée à l'individu et par cela même limitée, demande que l'individu, tout en étant un, puisse connaître tout. Ce besoin faisant naître la science philosophique, moyen de reculer les limites de notre connaissance, clé pour pénétrer jusqu'à l'essence de tous les phénomènes et de tous les objets de la nature. Nous les jugerons par analogie.
Ces actes de volonté ont toujours un fondement en dehors d'eux-mêmes dans leurs motifs. Le principe de raison dans toutes ces manifestations n'est que la forme de la connaissance et que sa valeur ne s'étend qu'à la représentation ou phénomène, à la visibilité de la volonté et non la volonté elle-même qui devient visible. Tout acte de mon corps est le phénomène d'un acte de ma volonté dans lequel s'exprime en vertu des motifs donnés ma volonté même, c'est-à-dire mon caractère. Ainsi mon corps n'est pas autre chose que ma volonté devenue visible, il est ma volonté même en tant qu'elle est l'objet de l'intuition. La réalité du corps et l'ensemble de ses fonctions ne sont que l'objectivation de cette volonté qui apparaît dans les actes de ce même corps, sous l'influence des motifs. La forme humaine, en général, correspond à la volonté humaine en général. Fin de la première partie, merci.